le temps pour moi. On a fait un tournage. Voilà, nous allons commencer par vous souhaiter une bonne Saint-Valentin par anticipation. Tu prévois quoi demain? Rien. Ah bon, bah écoute, c'est clair. Oh, rien, comme les autres années d'ailleurs. Ah. Peut-être ça va changer cette année parce que j'ai vu que tu organisais un apéro sexo. Oui, l'apéro sexo de Womanly Ah, c'est exactement. Donc c'est tous les deuxièmes jeudis du mois. Alors, l'apéro sexo, une initiative venant de moi, où je me suis dit c'était important quand même d'aborder la sexualité de manière frontale. Bah, ce jeudi, ça tombe un 14 février. Tout à fait. Et effectivement, j'ai prévu un thème, les langages de l'amour. C'est ce qui permet donc aux uns aux autres de mieux communiquer. Tout à fait. C'est très important l'amour. C'est Exactement, beau, l'amour, exactement. C'est ça. De le faire beau, différemment. Et ben moi, je ferai pareil que toi. Ouais. C'est-à-dire que je vais pas le fêter, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que toi. Ouais. Parce que le truc, c'est que moi, je suis célibataire. Ouais. Et que bah, le 14 février... c'est pas une fête, on va dire, très significative quand on vit le statut de célibataire. D'autant plus que je pense que le 14 février, j'ai dû le fêter 2 ou 3 fois. Et en plus, en décalé. Donc bon. Et j'ai aussi constaté à quel point ça pouvait être anxiogène pour les gens célibataires. Tout à fait. À l'approche du 14 février, tu vois, de voir toute cette Effervescence et tout ça, ouais. De voir les couples, tout à d'être au courant de ce que les uns et les autres ont planifié. Et puis à la télé aussi. Ouais, c'est ça, tu parles. Et en fait, de le vivre, certaines personnes le vivent mal. Et l'idée aujourd'hui, c'était justement d'aborder la notion de célibat et puis de montrer à quel point on n'a pas lieu de s'en faire véritablement. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le célibat, on ne le vit pas exclusivement par choix. Mais c'est aussi une construction sociale, madame. Voilà, donc... On peut en parler en tous les cas. Exactement, on en parlera. Marianne, nous fréquentons depuis un moment maintenant. Oui. Tu incarnes pour moi la célibataire endurcie et réussie. Oui. Tu es très attachée à ta liberté, à ton autonomie. Je voulais savoir comment tu fais. Bon, déjà, je te remercie pour le compliment. Tu as dit quelque chose qui est très intéressant et qui est très important surtout. Tu as parlé d'incarner. Et en fait, quand on incarne, on fait moins. Voilà, je suis juste qui je suis, en fait. C'est que ma liberté, tu le dis, j'y suis vraiment très attachée. Et donc, j'ai structuré ma vie autour de ça. Voilà. Maintenant, c'est important de préciser que ça ne va pas sans sacrifice, ça ne va pas sans... Comment dire, quand on instaure certaines dynamiques, il y a un certain prix à payer. Tout à fait. Donc, le prix à payer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je ne m'embarrasse pas des compromis, de faire des, des conciliations. Si ça m'ennuie et on s'arrête là. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les compromis. D'autant plus qu'on dit dans le compromis, c'est le con qui cède. Voilà, donc, c'est toujours ça dans le compromis. Et puis dans le compromis, il y a con quand même. Ouais. Après, chacun se gère comme il peut.
Mais toujours est-il que, voilà, pour revenir à ta question, quand tu dis comment je fais, je me structure tout simplement autour de ça. J'organise ma vie autour de ça et puis je mets mes aspirations au centre. Voilà, et je ne m'interdis rien. C'est-à-dire que si demain, je veux pouvoir vivre la conjugalité, je la vivrai. Si je veux vivre la vie de famille, je la vivrai. Mais je resterai, je pense, fondamentalement attachée à la liberté, parce qu'on a tous comme ça des socles de valeurs qui nous tiennent. Pour d'autres, ça va être la famille, l'amitié, l'argent. Moi, c'est la liberté. Voilà. Tu peux tout me refuser, mais ne me restreins pas, ne me donne pas le sentiment de contrôle. Parce que à ce moment-là, naissent les tensions, naissent les crispations. Et c'est quelque chose que je ne peux pas, je m'interdis de vivre. Voilà, je ne ferai pas le sacrifice comme ça, là, de ma liberté pour quelque chose, d'aussi précaire que certaines relations peuvent offrir, quoi. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé de liberté. Effectivement, moi aussi, je suis attachée à ma liberté. Moi, ça... Donc, voilà. Et du coup, effectivement, la liberté, ça se conjugue difficilement. Je le constate parce que moi, je suis en couple. Difficilement, avec la conjugalité, c'est très difficile. Je crois même que ce n'est pas compatible. Moi, je crois. Après, d'aucuns pourront me dire, dans l'absolu, oui, c'est compatible, mais au quotidien, c'est un peu compliqué. Non, c'est compliqué. En somme, je crois sincèrement que la conjugalité se vit au prix du sacrifice de la liberté individuelle. Voilà. Il faut que les deux personnes qui se rencontrent consentent à ce sacrifice de leur liberté individuelle pour pouvoir cheminer vers une espèce d'objectif commun, d'intérêt supérieur. Autrement dit, on va passer le temps à négocier un peu sur tout, sur n'importe quoi, on va passer le temps à vivre des crispations, des frustrations. Et honnêtement, quand moi je vois des couples qui passent le temps à négocier, je me dis putain, autant mieux faire, vie à part, tout simplement. C'est quoi l'intérêt d'avoir à négocier sans cesse sa liberté, négocier sans cesse? Bien sûr que dans l'espace qu'est le couple, on a tous à trouver chacun notre place. Mais le problème, c'est que quand on rentre dans une négociation permanente de sa liberté, ça commence à être crispant, frustrant. Et puis, c'est vraiment le couple à ce moment-là n'est plus quelque chose d'agréable. Mais ne nous leurrons pas. Lorsqu'on est en couple, on fait le sacrifice de la liberté. Et plus encore quand la personne qui a le pouvoir financier. C'est-à-dire que voilà, celui qui a le pouvoir financier consentira peut-être moins à faire des sacrifices que celui qui s'aligne, quoi. C'est la triste réalité. C'est la triste réalité, mais c'est ça, voilà. C'est exactement ça. Oui, j'ai une autre question également pour toi. Aujourd'hui, on en a parlé, on a abordé, on a abordé un point effectivement qui me semblait intéressant. Tu indiques que le célibat n'est pas un choix, en fait, c'est une construction sociale. Comment expliques-tu cela? En fait, oui. Alors, c'est parti d'un constat où j'ai réalisé que on se retrouve à 30 ans avec plein de jeunes femmes, moi j'ai plus d'interactions avec les femmes qu'avec les hommes. Et donc ces jeunes femmes, elles se retrouvent à 30 ans avec plein d'histoires foireuses, des histoires sans lendemain, et elles se remettent en question sans cesse. C'est comme ça qu'on a des gens qui entreprennent des thérapies. Et ce qu'elles oublient souvent, c'est que nous sommes certes des individus, mais nous sommes dans un système. Et le système contribue aussi à créer des situations. Je m'explique. Par exemple, autrefois, il y avait une endogamie forte et même le destin affectif des gens était tout tracé. On grandissait jusqu'à l'âge de 20, 21 ans, on choisissait une épouse avec elle on avait des enfants. Après, on pouvait avoir des maîtresses, mais là n'était pas le point. On avait une vie de famille rangée, on travaillait et puis on mourait, je ne sais pas, à 50 ans, basta. On n'avait pas à se poser mille et une questions. Aujourd'hui, les gens ont plus de choix. Je veux dire, qui se marie encore avec la fille de son village ou la fille de sa communauté ou la fille du voisin? Non. Donc, les donnes ont changé. Donc, l'endogamie, le fait que les barrières aient explosé. Les personnes des classes sociales plus élevées. Exactement. On peut même, passer d'une classe sociale à une autre, connaître le déclassement social. Donc, aujourd'hui, il y a plus de choix. Et le fait est que plus il y a de choix, moins les gens veulent s'engager. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours en arrière-fond l'idée qu'on aura mieux. Et de fait,
bah, ces gens-là, progressivement, quand ils rencontrent, ils se mettent en fait à rencontrer des gens et à ne pas investir la relation. Parce qu'ils se disent, ouais, mais bon, de toute façon, j'aurai toujours mieux. Et de fait, pourquoi est-ce que, je veux dire, c'est la société aussi qui le veut, c'est le système qui crée cette espèce de célibat et de solitude subie par les uns et les autres. Ouais. Autrefois, vous étiez dans votre village, il n'y avait pas 36 000 filles. Voilà, il y avait, je sais pas, une centaine. Et puis même comme votre destin était déjà tout tracé, les parents avaient décidé pour vous. Tout à fait, donc, ouais. vous n'étiez pas là avec la mesure, le métrique, c'était pas le désir. Voilà, vous embrassiez cette voie de la raison qui vous donnait donc de construire votre famille, de fonder votre famille et d'avancer. Aujourd'hui, on se retrouve avec les réseaux sociaux, les tentations. Les gens ne se posent plus. Les gens ont une phobie de l'engagement. Et quand on est une femme et qu'on se retrouve face à un homme qui a une phobie de l'engagement, on va être systématiquement en train de se remettre en question. Je n'insinue pas qu'on ne puisse pas se remettre en question, mais il y a aussi un phénomène de société. Vous ne pouvez pas trouver un partenaire comme il y a 50 ans. Ça ne marche pas, les donnes ont changé, le contexte a changé. Et c'est important de l'intégrer justement pour pouvoir vivre au mieux son célibat. Moi, c'est ce que j'ai intégré. Je l'ai intégré justement parce que je lis beaucoup sur la sociologie. Et il y a un livre qui m'a ouvert les yeux et qui m'a apaisée en fait, qui m'a donné de me dire, non Marianne, tu n'as pas un problème. Tu n'as pas de problème si tu rencontres des gens qui ne sont pas engagés, si tu rencontres des gens qui ont une phobie de l'engagement, tu n'as pas de problème. La société aussi crée des gens aussi phobiques, tout simplement. Voilà, les mecs, ils se disent on aura plus de choix, on aura plus de temps. Libre à eux. Donc quand ils te rencontrent, ils ont un métrique aussi dans leur tête de se dire ouais mais bon j'aurais mieux. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Moi, je ne vais pas lutter contre ça. Et c'est important, en fait, de l'intégrer. Et comme je disais, moi, un livre qui m'a réconciliée justement avec le célibat et qui m'a permis de ne plus culpabiliser, c'est le livre d'Eva Illouz, Pourquoi l'amour fait mal. Et en fait, c'est une enquête qu'elle mène, tout simplement, en comparant l'époque victorienne, justement, où cette endogamie était forte, avec notre époque actuelle, contemporaine, où voilà, l'avènement des réseaux sociaux, où on n'a plus on va dire, ces différentes barrières sociales qui s'érigent entre les individus. Et elle observe bien que, autrefois, l'engagement était beaucoup plus fort. Parce que, de toutes les manières, qu'est-ce que la société nous offrait? Rien, à part le mariage, la vie de famille et la mort après, quoi. Aujourd'hui, non, on peut expérimenter, on peut explorer, il y a du choix. Qu'est-ce que les gens vont s'embêter à fixer, à moins de tomber follement amoureux? Et encore, hein, parfois on tombe amoureux, mais au bout de 2-3 ans, je ne sais pas qui a écrit que l'amour ne dure que 3 ans. Donc, on se rend bien vite compte que peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais ça reste encore des dynamiques de vie. Ce sont des choses aussi qu'il faut pouvoir intégrer. Moi, je l'ai intégré et c'est peut-être aussi pour ça que je vis plus sereinement mon célibat. Parce que je sais que non, tout n'est pas que de ma faute. Je ne vais pas non plus... être dans la tête des gens, je ne vais pas être, à convaincre un homme de se poser. Il vient il vient à moi avec son bagage. Exactement. Moi, je ne gère pas le bagage des gens. Je ne suis pas la fille de Freud. Voilà, je ne vais pas faire une psychanalyse. Tu veux ou tu veux pas. Voilà, c'est tout. Maintenant, tu as tes raisons. Elles sont pas les miennes, c'est tout. Donc je vais pas je vais pas me casser la tête à comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre. Déjà dans la mienne, c'est assez Tout à fait. Voilà, on fait au plus simple. Hein. On en a discuté, tu as indiqué effectivement que les hommes dans les relations ont beaucoup plus de choix que les femmes. Oui. Comment expliques-tu cela en fait? Alors, c'est pas qu'ils ont beaucoup plus de choix, mais disons que quand on arrive à un certain âge, 30 ans notamment, il y a certaines réalités auxquelles on fait face. On pourra toujours vendre aux femmes l'illusion qu'elles pourront avoir des enfants jusqu'à 40 ans. C'est pas vrai. Je veux dire, oui, techniquement, oui, mais c'est compliqué, c'est difficile quand on passe le cap des 35 ans. Donc, 6% de chance en plus. Voilà. En tout cas, tu le sais mieux que moi. Et les autres sauront pourquoi. On en parlera dans les prochains épisodes. Mais c'est très important, en fait, de réaliser que, voilà, vous avez 30 ans, vous n'avez pas tout le temps devant vous non plus. Si vous voulez avoir des enfants, bon, à moins que la vie de famille ne soit pas une priorité. Voilà. Mais une femme, contrairement à un homme, elle a cette histoire d'horloge biologique à intégrer aussi dans sa dynamique. Donc, quand elle rencontre un homme,
elle ne va pas, à 31 ans, 32 ans, elle ne va pas s'autoriser à perdre 5 ans, 6 ans. C'est clair. Non, c'est clair. tout de suite, elle est quand même, en tout cas pour celles qui veulent fonder une famille, elles sont dans une dynamique de, bon voilà, au bout de 2-3 ans, j'aimerais pouvoir au moins avoir cette vie de famille, même si après ils n'offrent pas la vie de couple rêvée, mais au moins avoir cette structure familiale à offrir. Sauf que les mecs, je ne pense pas qu'à 30 ans, un homme soit pressé par l'horloge biologique. Ah non. De toute façon, il y a un stock ovocitaire, c'est un fait. Il y a un stock qui confirmer. diminue. Voilà. Il y a un stock qui diminue. C'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le prouve. Il y a un stock ovocitaire qui diminue avec l'âge. Certes, la qualité des spermatozoïdes diminue, mais entre le million et le 1, voilà, il n'y a pas match. Donc, quand on est une femme, on intègre ces données de manière consciente ou inconsciente. Et de fait, lorsqu'on est quand on ne s'inscrit pas dans une stratégie exclusiviste, non, ou plutôt quand on s'inscrit dans une stratégie exclusiviste, c'est-à-dire quand on veut fonder une famille, et comme la plupart des gens ne se représentent pas la famille sans le couple, on ne va pas commencer à aller fréquenter un homme qui a 20 ans, 25 ans. Le champ va se réduire. On va prendre les hommes de notre âge ou qui ont 10 ans, aller voir 20 ans maximum de plus que nous pour pouvoir vivre cette vie de famille à laquelle on aspire. Mais un homme, est-ce qu'il est vraiment dans ce genre de calcul comme les femmes? Je ne le pense pas. Il y a cette histoire de cette fameuse horloge biologique. Après, quand on est, une fois de plus, quand on reprend la question de l'horloge biologique, il y a aussi, ça limite aussi la question du choix pour les femmes. Oui. Un homme qui a 30 ans, il peut s'autoriser à sortir avec une femme qui a 20 ans, 35 ans, 40, 50. Je veux dire, si tu ne t'inscris pas dans une stratégie exclusiviste, si tu n'as pas l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête, tu vis ta vie, mais tu la vis pleinement, tu explores tous les pans des relations. Mais quand tu es une femme qui a 30 ans, veut une famille, tu ne t'autorises pas parce que tu sais que stratégiquement parlant, tu t'inscris dans quelque chose qui n'est pas juste ou qui va te porter préjudice à terme. Donc oui, je trouve à mon sens que de ce point de vue, uniquement si on veut fonder une famille, il y a un moment où, oui, les hommes sont beaucoup plus avantagés que les femmes. En revanche, il y a encore quelques années, ils l'étaient moins, puisque l'endogamie, te contraignait à choisir dans ton groupe social. Donc, à ce moment-là, le rapport de force était plutôt inversé. La femme se faisait courtiser, la femme savait que elle avait une certaine valeur, un certain poids, et de fait, elle pouvait s'autoriser à faire traîner les choses, mais parce que de toutes les manières, chacun savait quel était le destin qu'il allait embrasser. C'était le mariage. Voilà. Et je pense que à moins d'être, si on avait des défauts physiques, on parle souvent dans la littérature des boiteuses, des femmes qui n'étaient pas très avantagées physiquement. Ok, mais si de prime abord il n'y avait rien, on savait qu'on allait finir avec quelqu'un. Et en plus, la notion de désir, même si elle pouvait être présente, ça j'en sais rien, j'ai pas vécu à cette époque-là, mais elle n'avait pas le poids qu'elle a aujourd'hui. Où les gens veulent d'abord vivre du désir avant même de pouvoir construire quelque chose. Voilà, c'est oui, mais je ressens pas le truc pour elle. Autrefois, on ne te demandait pas de ressentir le truc. On te demandait de choisir un bon partenaire avec qui tu allais fonder une famille. Et voilà, et ce rapport-là, oui, je trouve que et agrandit même le pouvoir de la famille également. Exactement. À l'époque. Mais je trouve que aujourd'hui, en tous les cas, quand on s'inscrit dans une stratégie exclusiviste, c'est-à-dire qu'une stratégie qui à terme doit mener à fonder une famille, eh ben oui, les hommes sont beaucoup plus gagnants que les femmes. Voilà. On a cette foutue horloge biologique à nous, mais c'est comme ça. Et je pense que ce serait important que les femmes arrêtent de se représenter la vie comme elles voudraient que la vie soit. D'accord ? La vie, elle n'est pas juste. La vie, elle est rude aussi. Elle est cruelle parfois. On fait avec. Exactement. Voilà, on fait avec. Non, par rapport effectivement à ce que tu as indiqué sur le fait qu'aujourd'hui,
les personnes ne voient la vie de famille qu'en passant par le couple. Ouais. Il y a un phénomène aujourd'hui qui apparaît, en fait, qui est apparu effectivement il y a plus de quelques années, en fait, ce qu'on appelle la coparentalité. En fait. Coparentalité, c'est vraiment ceux qui aspirent effectivement à vivre une vie de famille, vie de famille, parentalité, sans forcément être en couple. Ouais. Et beaucoup de femmes, en fait, qui passent par là, c'est les femmes qui ont 38 ans, qui se disent voilà, le temps presse et tout, j'ai pas le temps d'être dans son désir, rencontrer la personne. Ou les personnes également homosexuelles, les hommes homosexuels, effectivement, qui souhaitent avoir des enfants. Ou des femmes lesbiennes aussi. Ou des femmes lesbiennes, tout à fait, effectivement, qui, tout à fait, voilà, c'est ça, les couples homosexuels, effectivement, qui rentrent dans ce cas de figure. C'est juste une petite... Oui, mais c'est important que tu le soulignes, parce que là aussi, on peut mal vivre son célibat, parce que quand on aspire, en fait, à la vie de famille, on ne se représente pas autre chose. Excepté le couple et ensuite la famille. Mais quand tu évoquais par exemple le fait que j'incarne le célibat, moi oui, je l'incarne jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu le sais que j'ai un désir de maternité, j'ai un désir d'enfant. Moi, je ne vais pas attendre que de rencontrer quelqu'un si je rencontre à 50 ans, 60 ans. Parce que je ne m'interdis pas, je n'ai pas une date de péremption. Donc, je sais que je pourrais vivre l'amour à tous les âges. Mais maintenant, il peut s'avérer que, justement, cette très belle histoire n'engendre pas, qu'il n'y ait pas un fruit de nos entrailles. Je fais comment? Je ne vais pas passer à côté de ça. Donc, une vie de célibataire aussi, c'est de pouvoir envisager toutes sortes de perspectives. La maternité n'est pas forcément, ça ne se conjugue pas forcément avec la vie de couple. On peut très bien décider de la vivre en dehors du couple. Après, il faut être déconstruit. Voilà, ça aussi, c'est pas, je vais pas non plus inviter les gens à opter pour mon mode de vie alors qu'ils ne sont pas tout à fait déconstruits sur le sujet. Mais je crois que vivre en fait le célibat avec avec sérénité, c'est aussi pouvoir avoir d'autres grilles de lecture, et c'est surtout s'accorder la faveur de vivre d'autres perspectives, que celles que la société nous offre aujourd'hui. Exactement. Voilà. Tout à fait. On va se quitter, on se dit dans 2 semaines pour le prochain épisode de Confidentiel. Marianne et moi, nous allons siroter du thé. Du thé vert. Et puis dodo, et on vous dit bonne nuit et bye bye. Ciao, ciao, à la prochaine. Bonne nuit.